Donc, bienvenue à ce webinaire sur la performance énergétique des bâtiments. Je me présente, je m'appelle Carla Roubaud, je travaille chez Sogétray, donc on va vous présenter l'entreprise. Je suis chef de projet marketing et on va vous présenter donc les solutions connectées pour la performance énergétique des bâtiments. Donc aujourd'hui, on reçoit Maxime Delplanque qui est chef de projet chez Vendée Numérique, Mathias Bailly qui est chef de projet, si je dis pas de bêtises, chez le CIDER, et Johan Lara qui est directeur commercial chez Sogétray. Donc pour votre information, le webinaire est enregistré, vous aurez le replay, accès au replay dans les jours qui suivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on les traitera soit au fil de l'eau, soit à la fin, on a une session questions-réponses qui est prévue. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Maxime, si tu nous entends bien. Je te laisse commencer. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu aussi nombreux à ce webinaire. Maxime Delplanque, du coup, moi je suis en charge de l'animation de notre programme Vendée Territoires Connectés, dans lequel s'inscrivent plusieurs projets, et notamment le réseau d'objets connectés porté par Vendée Numérique. Avant de laisser la parole à Sogétray et au CIDER, je voulais revenir sur quelques points. Déjà, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans un tel réseau ? Parce que ce réseau présente plusieurs avantages. Il est complémentaire au réseau fibre déployé par Vendée Numérique, complémentaire au réseau 4G et 5G des opérateurs. Et pour quelle raison? Parce que le réseau LoRa est un réseau de faible consommation, mais des objets connectés qui captent une donnée, alors, des petites données, entendons-nous bien, on n'est pas sur de la vidéo non plus, mais on est sur des capteurs qui fonctionnent généralement sur pile et qui permettent du coup de remonter une petite donnée qui peut, voilà, qui peut être posée n'importe où. Donc les trois intérêts d'un réseau LoRa, c'est un réseau fait pour des objets connectés, économe en énergie car fonctionne sur pile et remonte des petites données, et un réseau avec un faible coût d'installation. Ça, c'est pour à quoi ça sert le LoRa et pourquoi est-ce qu'on a proposé de couvrir la Vendée avec ce réseau. Point d'après. Aujourd'hui, on en est où sur le déploiement? Ce qu'on a annoncé il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est qu'on allait couvrir 100% du territoire, y compris les 2 îles. Aujourd'hui, donc au 18 juin, on est environ 300 passerelles qui sont installées sur le territoire. Vous voyez 2 cartes. La carte de droite, c'est la couverture, on va dire, de dehors. On voit qu'on couvre quasiment tout le territoire. On voit quelques petits points blancs et oranges. Mais l'idée, c'est de se dire, sur ces 300 passerelles, on est capable de mettre des capteurs un petit peu partout et de couvrir tout le territoire. La carte de gauche, on est sur ce qu'on va appeler une couverture dans les bâtiments. La technologie LoRa est une technologie du coup bas débit avec une fréquence un peu plus pénétrante qu'un réseau 5G. Et donc, c'est tout l'intérêt du réseau. On va pouvoir rentrer dans les bâtiments, aller chercher des compteurs d'eau, par exemple, qui sont dans des contextes plutôt souterrains, ou alors des sous-comptages électriques dans des TGBT des bâtiments. Donc, tout ça pour dire que les 300 passerelles nous permettent aujourd'hui de couvrir quasiment tout le territoire. Mais on va en déployer normalement à peu près 800, justement pour s'assurer que la carte de gauche soit aussi verte que la carte de droite aujourd'hui. Je veux bien que tu passes la slide juste après, s'il te plaît. C'est bon. Concrètement, le réseau LoRa, c'est quoi? C'est d'un côté des objets connectés, là où les maîtres d'ouvrage sont plutôt les collectivités, qui peuvent passer par la centrale d'achat proposée par Vendée Numérique pour s'équiper. Donc là, les capteurs, c'est je crée une donnée ou je capte une donnée. Ensuite, les points 2 et 3, c'est-à-dire le réseau de collecte et le cœur de réseau, c'est déployé par Vendée Numérique et ses partenaires techniques, en l'occurrence Sogétray et SNCF Vision, avec le soutien des grands syndicats, à savoir Vendéo, le CIDEF, Trivalis, mais également le département. Le réseau de collecte, c'est quoi? Ce sont les fameuses passerelles dont je vous parlais, les fameux 800 passerelles. On les déploie, ce sont une propriété vendéenne, et ces passerelles récoltent les données des capteurs, les envoient sur le cœur de réseau. Cœur de réseau, une nouvelle fois, on est sur des équipements, donc très clairement des disques durs, du matériel en hard, qui sont achetés par Vendée Numérique et qui sont installés dans des data centers qui sont sécurisés. Donc, ce qui nous permet de vous garantir du coup l'intégrité de vos données et la sauvegarde de vos données. Et si le data center, il y a un incendie, crame, etc., on a bien évidemment une solution de secours. Tout ça pour vous dire qu'on est bien sur des équipements vendéens avec des solutions de sécurisation assez élevées, comme pourrait vous le proposer une entreprise privée.
Et ensuite, en point numéro 4, une fois que la donnée a été captée, créée, elle a transité par le fameux réseau de collecte, elle vous est restituée sur des applications métiers qui sont dédiées. C'est-à-dire que vous allez avoir une application métier par cas d'usage. En l'occurrence, pour la partie bâtimentaire, ça sera l'applicatif Building Monitor. Et il y aura d'autres applications en fonction des cas d'usage. Et l'objectif derrière, du coup, globalement, c'est de faire du pilotage, mais surtout d'avoir de l'information et de pouvoir suivre des consommations, pouvoir suivre des états, allumés, éteints, des choses comme ça, directement sur l'interface. Et du coup, en termes de cas d'usage, aujourd'hui, les premiers cas d'usage identifiés, on l'a fait avec les syndicats, donc le CIDEV, et je laisserai Mathias en parler. On travaille également avec Vendéo sur la partie télérelève des compteurs d'eau. Aujourd'hui, on a quasiment 70 000 compteurs d'eau qui sont connectés sur les 450 000 du territoire. L'objectif pour Vendéo, c'est d'avoir la donnée de consommation de manière beaucoup plus fréquente qu'actuellement, donc quasiment de manière quotidienne. Pour les besoins de Vendée numérique, la supervision des armoires de rue, de fibres que vous avez dans chacune de vos communes, l'idée, c'est de pouvoir agir plus vite s'il y a une dégradation. Et avec Trivalis et ses adhérents, le cas d'usage serait celui de la supervision du taux de remplissage des points d'apport volontaires. Voilà, ce sont quelques exemples aujourd'hui. Quand le groupement Sogetrel Sensivision a répondu au marché, ils nous ont dit mais il y en a plein d'autres, il y en a plus de 80. C'est aujourd'hui disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à aller voir si vous n'êtes pas encore allé. Et normalement, c'est répondre à tous ces cas d'usage, voire même ceux que vous n'avez pas encore, ceux qui ne sont pas encore listés. L'écosystème aujourd'hui permet d'aller beaucoup plus loin et en constante évolution, donc vous permettra on trouvera des réponses normalement à tous vos besoins. Un dernier petit point avant de laisser la parole pour bien rappeler la construction juridique de ce qu'on propose. Je vous ai parlé tout à l'heure de la centrale d'achat Vendée Numérique. On a à peu près 257 adhérents aujourd'hui. Dans cette centrale d'achat, vous avez la capacité de mandater Sogetrel et Sensivision pour tout ce qui va être la commande d'objets connectés. Dans ce cadre-là, le groupement s'occupe de tout ce qui est études, fourniture des objets connectés, la pose, l'intégration de ces objets dans le cœur de réseau Vendée Numérique, la formation aux outils métiers, et puis aussi la maintenance de vos objets connectés. Typiquement, je vous le disais tout à l'heure, les capteurs fonctionnent généralement sur pile, une autonomie grosso modo de 10 ans. Au bout de 10 ans, vous pouvez demander à Sogetrel d'aller changer la petite pile qui va bien pour repartir sur les années. Ou vous avez un problème, votre capteur, vous avez un capteur de parking par exemple, une voiture est passée dessus ou un camion, vous appelez Sogetrel et ils viennent vous le remplacer. Ça, c'est pour la partie centrale d'achat. Et ensuite, pour avoir accès aux services, donc le fait que les données de vos capteurs remontent bien sur le cœur de réseau et vos accès aux applicatifs, là, on va vous proposer un contrat de coopération public-public et là, ce sera directement entre vous et Vendée Numérique. Et là, du coup, les services qui vous sont proposés, c'est garantie d'accessibilité à vos données, la sauvegarde et la mise à disposition des plateformes des outils métiers. J'espère que j'ai été clair sur ce point-là. C'est à mon tour. La main... Ouais. Je te laisse la main, Johan. Merci, Maxime. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Alors, juste question logistique, Carla et Maxime, il y a des questions qui sont posées sur le fil de conversation. Est-ce qu'on y répond en live ou est-ce qu'on y répond à la fin du webinaire? Alors, plutôt à la fin. Plutôt à la fin. Ok, ouais. Donc il y a une question qui vient d'être posée, donc Ouais, on y répondra à la fin. On y répondra à la fin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis directeur commercial chez Sogetrel en charge d'une verticale de marché stratégique qui est la collectivité. Si tu peux passer la slide avec ma photo, elle n'est pas super intéressante. Merci Carla. Donc Sogetrel, qui on est, on a 40 ans d'existence cette année. Le métier historique du groupe Sogetrel, c'est le déploiement des infrastructures de réseau. On a accompagné l'aménagement numérique du territoire sur l'ensemble du territoire avec le déploiement de réseaux fibre optique, le déploiement de réseaux radio et historiquement le déploiement de réseaux cuivre. Donc ça, c'est notre métier premier. C'est ce qu'on appelle connecté dans la slide que vous voyez sous les yeux. C'est tout ce qui est capacité à pouvoir construire un réseau de communication, qu'il soit fixe ou mobile. Maxime présentait juste avant la chaîne de valeur d'un projet.
Chez Sogetrel, on est en capacité de vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet, à savoir vous accompagner, et pour le coup avec le CIDEV sur l'identification de vos besoins. On vous accompagne sur la constitution des offres technico-financières, mais on va plus loin, c'est-à-dire qu'on vous accompagne aussi sur la partie maintenance et maintien en condition opérationnelle des équipements. Euh, on est aujourd'hui un peu plus de 4500 collaborateurs sur l'ensemble du territoire, un chiffre d'affaires qui avoisine les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on est implanté sur un peu plus de 100 agences sur l'ensemble du territoire. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est le territoire vendéen, et donc du coup, on a des équipes opérationnelles sur l'ensemble du territoire vendéen. La deuxième brique importante de notre activité... Ah bah non, Excuse-moi, je suis passée trop vite. c'est la notion d'intégration, c'est-à-dire que nous, Sogetrel, au-delà de déployer des infrastructures de réseau, on est intégrateur. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas de capteurs, on n'est pas éditeur de logiciels. Notre ambition première, c'est de fédérer, mutualiser des partenaires pour construire des offres clés en main. Donc cette notion d'intégration, elle est hyper importante pour nous, et on veut conserver cette casquette et cet ADN d'intégrateur. On s'est toujours interdit d'être constructeur de matériel. On s'est toujours interdit d'avoir nos propres logiciels de supervision et d'hypervision. Déjà, parce qu'on a des partenaires qui sont experts dans ces domaines-là, et on veut surtout se laisser la possibilité de travailler avec des solutions qui sont ouvertes, qui sont pérennes et qui sont propriété des clients finaux. Et la troisième brique, j'en ai parlé très rapidement juste avant sur la chaîne de valeur, c'est l'exploitation. Donc on est en capacité de proposer des solutions de supervision, d'exploitation et de maintenance en conditions opérationnelles des solutions qu'on a déployées. Tu peux passer, du coup. Dans le cadre du marché qui vous est présenté aujourd'hui, et Maxime l'a évoqué juste avant, vous avez bon nombre de cas d'usage qui sont présents dans le catalogue. On a essayé dans un premier temps de prioriser les cas d'usage qui sont identifiés comme étant prioritaires pour les collectivités en termes de retour sur investissement financier et autres. Vous avez sur la slide à gauche un petit schéma qui évoque une partie des cas d'usage, et encore une fois, on en a un grand nombre, mais là on a essayé de les synthétiser, mais en tout cas les cas d'usage qui sont les plus on va dire prioritaires, en tout cas pour lesquels on a une main levée la plus régulière et des collectivités. Donc c'est tout ce qui est lié à la gestion du stationnement et des parkings, tout ce qui est lié à l'optimisation de la qualité de vie sur la voie publique, donc on a parlé des points volontaires, tout ce qui est lié au pilotage des armoires et à la sécurisation des armoires fibres, la gestion de l'éclairage public, la gestion du cycle de l'eau, notamment au niveau de la télérelève de compteur d'eau, mais également tout ce qui est capteur de détection de fuite. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à l'optimisation de la consommation énergétique au niveau des bâtiments. Donc avec des capteurs qui sont déployés sur l'ensemble de vos bâtiments pour être en capacité de pouvoir identifier les bâtiments qui sont les plus énergivores et vous accompagner sur une méthodologie ou sur des process ou sur des solutions à mettre en place pour améliorer et optimiser la consommation et la performance énergétique des bâtiments. Voilà, j'ai essayé d'être hyper synthétique pour laisser la parole et la main à Mathias du CIDEV. Merci Yoann, et en plus, tu es pile dans les temps. Je sais. Mathias, je te laisse la main pour nous présenter le CIDEV et l'accompagnement auprès des communes vendéennes. Je vais essayer d'être aussi bon que vous. Bonjour, Mathias Belli, donc chargé de mission bâtiments connectés et services numériques pour le CIDEV. Et donc, je vais vous présenter rapidement sur les cas d'usage bâtimentaire l'enjeu qu'on a dans ce projet objet connecté dans le cadre du programme VTC. Alors, nous, l'objectif au milieu de tout ça, c'est d'essayer de vous accompagner, donc vous les territoires, sur une meilleure maîtrise en fait des consommations énergétiques des bâtiments. Et les objets connectés, on va le voir, peuvent y participer, sauf que c'est pas le seul projet qu'on propose dans ce cadre-là. Donc, il faut comprendre que le déploiement de capteurs, il est pertinent s'il y a des consommations énergétiques et notamment électriques qui peuvent être intéressantes dans le bâtiment. On va dire qu'il faut un minimum de consommation. On n'étudiera pas un tout petit local avec juste une ampoule LED, il faut le comprendre. C'est quand même des objets qui permettent derrière d'analyser les données et de mettre en place des actions correctives. Donc il faut un minimum de consommation. On souhaite aussi des bâtiments qui soient hors dispositif de pilotage parce qu'on considère que le niveau architecture
eh bien, avoir un automate, si le bâtiment le permet, c'est déjà plus pertinent. Mais ensuite, on va le voir, on n'a pas encore vraiment eu de cas qui marchaient bien sur du pilotage d'un point de vue réseau départemental. On conseillerait plutôt d'autres architectures à ce stade. Voilà pour les consommations. Et derrière, évidemment, il faut des moyens humains, donc des personnes qui à la fois se connectent aux différents outils et mettent en œuvre des actions correctives. Vous imaginez bien, et vous le savez, on déploie de plus en plus d'outils métiers, d'outils numériques, mais si personne n'est derrière, eh bien, ça va pas marcher. Voilà, donc ce qu'on propose en premier point, c'est d'analyser le besoin avec vous. On va le voir juste après. On a analysé quelques bâtiments de territoire qui étaient couverts aujourd'hui par du réseau LoRa. On analyse ça ensemble et on vous émet alors une note d'opportunité, mais qui permet simplement de dire si oui ou non le bâtiment peut être éligible à l'aide SIDEF qu'on va détailler tout à l'heure, mais qui vous permet eh bien, de vous aider sur l'investissement en lien avec l'achat du matériel notamment et l'intégration des systèmes. Une fois que ça c'est fait, donc le conseil, eh bien vous dirigez vers la centrale d'achat qu'on a vu tout à l'heure. Donc concrètement, Sogetrel peut se déplacer, faire une étude dans les bâtiments en question, de couverture réseau et de voir où est-ce qu'on peut implanter les différents objets connectés. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez signer le devis, vous avez potentiellement l'aide SIDEV associée. Et c'est parti, les capteurs sont posés et vous avez un suivi derrière opérationnel sur la plateforme Building Monitor des différents objets connectés que vous avez déployés. Voilà. À droite, c'est simplement pour dire les différents profils de bâtiments. On va dire qu'on se situe dans des bâtiments qui consomment quand même de l'énergie, où il y a assez de consommation, comme je disais tout à l'heure, pour faire des programmes, mais pas assez pour que ça soit, par exemple, un programme de rénovation ou un programme en lien avec la GTB. Donc, on a des profils de bâtiments vraiment à étudier. Donc, l'aide SIDEV est quasiment obligatoire au milieu de tout ça pour y voir clair pour vous sur la pertinence des différents programmes qu'on peut accompagner. Voilà à ce niveau-là. Pour l'étape d'après, la plateforme métier, donc elle s'appelle Building Monitor. La vue de droite peut vous présenter un petit peu le dashboard. Ça veut dire la différente vue que vous aurez de votre territoire. Là, on est situé sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Donc, vous avez certains nombres d'objets connectés qui peuvent remonter. Par exemple, le 23, ça représente le nombre d'objets qui sont dans le centre-ville de Talmont. Et en bas à gauche, à Port-Bourgenais, vous avez là un compteur TIC, donc pour de la télérelève, enfin de la relève de consommation électrique sur le général du bâtiment. Sur les cas d'usage consommation d'énergie, donc ça permet cette plateforme de faire de la remontée de comptage et sous-comptage. C'est un peu le premier besoin qui peut être couvert, c'est-à-dire que les objets connectés avec la plateforme Building Monitor permettent de voir et d'identifier des potentielles dérives de consommation d'un bâtiment. On voit les différentes courbes sur le graphique en bas. Vous avez là l'hôtel de ville donc de Talmont. Vous avez en jaune l'électricité générale. Et après le détail, par exemple, de la chaufferie, de l'éclairage en violet. Alors on voit peut-être assez peu là sur la projection, mais l'éclairage, par exemple, le week-end, là où les cases sont un peu grisées, eh ben, l'éclairage est éteint sauf une partie en début de nuit. Donc on voit que par exemple l'éclairage est bien calibré. Par contre, le chauffage, on pourrait se poser la question, est-ce que il est optimisé? Alors il faudrait avoir le détail si la chaufferie par exemple fait aussi l'eau chaude sanitaire, parce qu'on voit que le week-end, donc là à nouveau où les cases sont grisées, on voit que le chauffage, donc la chaufferie en violet foncé, concerne quasiment toutes les consommations du bâtiment à ce moment-là. Donc voilà, typiquement, est-ce qu'il y a une dérive ou pas? Les objets connectés et Building Monitor permettent de voir plus clair sur les remontées de consommation d'équipement ou de général d'un bâtiment et permettent d'analyser des éventuelles dérives. Ces objets-là, ils permettent aussi de répondre à des obligations réglementaires. Vous avez peut-être, en fonction des réglementations en vigueur, besoin de faire remonter du comptage ou du son-comptage dans un bâtiment, en fonction des équipements, en fonction des différents décrets, etc. Donc là, pareil, chez nous, on a des équipes qui sont spécialisées là-dedans. Si vous y voyez pas clair, mais normalement, vous avez déjà ciblé les bâtiments les plus consommateurs ou les plus grands qui sont concernés par ces décrets. Eh bien, vous pouvez avoir une vision plus fine grâce à ce projet de vos consommations et vous pouvez répondre plus facilement du coup aux obligations réglementaires.
Et à chaque fois, on va le rappeler, mais il y a une action humaine. C'est-à-dire que les données remontent. On n'a pas encore un robot qui permet tout seul de se déplacer et puis d'aller éteindre la chaufferie si jamais elle fonctionne le week-end. Donc, il faut qu'il y ait des équipes en face. Des équipes techniques qui peuvent à la fois se connecter sur l'outil. Donc là, il y a des formations qui sont mises en œuvre par Sogetrel pour vous expliquer comment ça marche. Et derrière, il faut des actions. Est-ce que c'est des actions humaines pour gérer mieux la chaufferie? Est-ce que c'est des actions de programmation qu'on peut faire à distance sur une GTB par l'intégrateur? Tout ça, c'est à vous de voir dans un deuxième temps, une fois que vous avez la connaissance de ces remontées-là. Voilà pour le comptage et le sous-comptage. C'est le principal cas d'usage et on va voir les autres juste après parce qu'ils sont assez parlants aussi. Sur les consommations d'énergie, on a aussi la détection de présence et température qui sont très intéressantes à remonter. On voit là sur le graphique, en bleu, vous avez la température d'un bâtiment. Alors, c'est des logements mis à disposition par une commune. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence, mais les gris, c'est toujours le week-end et le blanc, les cases blanches, plutôt la semaine. Eh bien, on a une température constante dans le logement toute la semaine, alors qu'il y a eu des capteurs de présence qui ont remonté des états de présence en vert, c'est les barres vertes que vous voyez. Donc, le logement est occupé plutôt le week-end, pas en semaine. Par contre, il est toujours chauffé. Donc là, ça pose question, il y a une dérive. Donc, l'outil a permis d'identifier que la programmation de chauffage est inadaptée, vu que l'espace est majoritairement inoccupé, alors qu'il est chauffé. Donc, l'action corrective qui a été mise en place, à nouveau avec des humains derrière, c'est de changer la procédure de chauffage de ce bâtiment. Là, en fonction du chauffage, il y a plusieurs choses à faire. Soit c'est d'aller changer le programme directement sur la télécommande si c'est une télécommande, ou d'aller éteindre les radiateurs s'il n'y a pas de gestion centralisée. Et donc les capteurs qui permettent ça, là en l'occurrence c'est un capteur d'ambiance CO2, alors qui peut faire aussi remonter de CO2, mais il y a des capteurs qui font CO2, température, humidité, luminosité, présence et CO2. Là il y a un petit doublon, je pense que l'idée c'était de dire qu'un capteur permet de faire tout ça, et en l'occurrence c'est celui-là qui a été posé sur ce projet. Toujours dans les consommations d'énergie, on peut remonter des états d'équipement. Et là, on est sur une chaudière et on mesure donc le départ et le retour d'une chaudière. Donc les températures sur les tuyaux directement par un capteur qui est spécifique à ce cas d'usage. Vous avez la température du haut qui est évidemment la température à l'aller. Donc la chaudière chauffe, on a de l'eau chaude qui part chaude et elle revient plus froide. Température retour, donc la courbe on va dire bleue mais qui est juste en dessous. Là, ça a permis de voir quoi? Qu'en fait, il y a eu une dérive. En fait, la chaudière s'est mise, on va dire, s'est emballée à chauffer de manière au maximum sa température de départ. Et donc, le retour était aussi très chaud par rapport à un programme classique, qui serait plutôt la courbe à gauche et à droite de la dérive. La dérive, c'est le grand plateau qu'on voit en bleu, avec les deux courbes bleues assez plates. Et donc, l'action corrective qui a été mise en place, là, en l'occurrence, c'est de mettre en place des alarmes sur les températures maximum. Donc là, c'est une action qui est sur la plateforme directement. Donc, si on met en place des pics, donc des alarmes, sur des pics de température, on est en capacité simplement de remonter des alertes et de se dire, tiens, là, ma chaudière, elle a un défaut de fonctionnement. Et derrière, il y a évidemment soit un programme à modifier sur la GTC en lien avec la chaudière, ou alors une action corrective humaine. Voilà. Attends, juste si tu peux remonter, Carla, pas de souci. Effectivement, cette dérive, elle a été assez longue, puisque là, vous voyez qu'elle a duré 20 jours. Donc, c'est quand même pas négligeable sur les consommations. Vous connaissez les consommations. Alors là, si en plus, c'est une consommation de gaz, vous connaissez les tarifs en lien avec ça. C'est une chaudière qui s'est emballée pendant 20 jours. Donc l'état est remonté sur la plateforme, mais il n'y avait pas d'alerte en fait à la base. Donc c'est ça qui a été fait derrière, c'est de mettre en place une alerte et une action corrective. Et donc le capteur qui a permis ça, c'est un capteur de mesure de température directement sur tuyau. Donc les sondes ont été positionnées directement sur les canalisations. Voilà, exactement. Et c'est bon pour ça. Merci Carla.
Et enfin, alors un autre cas d'usage, on me dit toujours, est-ce que ça concerne aussi les consommations du bâtiment, la qualité de l'air? Alors indirectement, oui, et on les intègre effectivement, nous, dans notre programme, et on va le voir pourquoi. Donc, alors c'est un schéma qui est un peu plus complexe, hein, je suis allé du plus facile au plus complexe quasiment, mais vous avez en rouge la courbe qui évolue, qui est la température extérieure, donc la mesure de température extérieure, qui peut être possible hein, par des capteurs ou alors par des API, donc des liens avec des météos comme Météo France, hein. Ensuite, en bleu, vous avez la température intérieure du bâtiment qui est mesurée, qui est relativement constante et s'est mise à augmenter quand même. On a dépassé les 21 degrés, donc là, on peut voir aussi potentiellement une dérive de consommation énergétique dans le bâtiment si la température est trop élevée. Alors, 22 mai, je n'ai pas vérifié, ça pouvait être une température, vous avez vu en extérieur aussi très élevée. Là, on peut peut-être aussi avoir une autre interprétation dans le bâtiment, c'est est-ce qu'il y a de l'inertie dans le bâtiment, est-ce que le confort des usagers est bon en interprétant, c'est juste ces deux courbes-là, hein, de température extérieure et intérieure. En vert, toujours la présence dans le bâtiment. Donc on voit hein, que la présence, elle est en journée, puisque c'est à ce moment-là que la température extérieure monte, donc ça veut dire que c'est en journée que les personnes sont dedans. Et vous avez, alors peut-être dans la courbe qui se voit le moins, mais la mesure du taux de CO2, donc de la qualité de l'air intérieur. On voit alors à gauche, autour du 18 mai, 19 mai et vers le 20 mai, des pics pendant la présence. Donc ça veut dire qu'en pleine journée, on a eu donc des pics de CO2 qui ont dépassé alors des valeurs, vous voyez tout à droite, les CO2, là c'est en ppm. Il y a des valeurs alors, limites qui ont été dépassées. Je ne connais pas la réglementation, mais on m'a dit que c'était des valeurs réglementaires qui avaient été dépassées à ce moment-là. Donc, les alertes sur ces seuils ont permis de voir que donc, dans certaines classes, eh bien, le taux de CO2 était trop élevé. Et donc, il y a dû avoir des actions correctives en lien avec ça. Donc, changement de procédure avec une aération systématique et régulière d'espaces occupés. Je ne sais pas, hein, si c'est une école, par exemple, ancienne où la VMC ne fonctionne plus, mais qu'il y a beaucoup d'élèves dans une classe, il fait chaud, donc on ferme toutes les fenêtres, etc. C'est possible que le taux de CO2 monte en flèche dans la classe. C'est un exemple, hein, je ne sais pas si c'était le cas sur cette école, mais ça permet en tout cas de voir ces dérives, hein, les objets connectés à nouveau à la plateforme Building Monitor. Et donc, là, en l'occurrence, le capteur qui avait été posé, alors c'est quasiment le même qu'on a vu tout à l'heure, mais il fait en plus présence. Donc, vous avez la température, l'humidité, la luminosité. Alors, la pression, bon, je ne sais pas si ça peut être pertinent dans ce cas-là, mais en tout cas, CO2, COF, c'est des émissions aussi hein, nocives. Et présence. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des cas d'usage. Donc, alors, pourquoi c'est en lien avec l'énergie? Parce que du coup, on peut voir aussi, on peut se poser la question, est-ce que la VMC fonctionne bien dans ce cas-là? Si en période d'occupation, le taux de CO2 monte en flèche, peut-être que la VMC ne marche pas. Et si elle fait défaut, eh bien, on peut réfléchir aussi à une gestion énergétique différente en lien avec la qualité de l'air. Il y a aussi des VMC, on ne se rend pas compte, hein, mais qui consomment énormément d'énergie parce qu'elles sont défectueuses ou alors elles sont bouchées ou autres. Ça vaut le coup derrière de mettre en place des actions correctives en lien avec ça. Donc, s'il y a des interprétations énergétiques en lien avec la qualité de l'air, le CIDEF peut accompagner les projets en lien avec la qualité de l'air. Voilà pour cette slide. Alors, on a essayé d'être le plus synthétique pour vous présenter ça et on espère que ça va correspondre à votre besoin. Mais on vous propose un kit de démarrage. En gros, vous avez différents types de bâtiments sur votre patrimoine. Ça peut être des écoles, des crèches, ça peut être des gymnases, des bâtiments sportifs, des mairies ou des bâtiments administratifs, des maisons de santé ou autres, et des salles des fêtes. On va dire que c'est en typologie les bâtiments qu'on voit le plus revenir. En fonction de ces types de bâtiments, on peut vous proposer avec Sogetrel des kits spécifiques, c'est-à-dire que vous avez en kit de démarrage 3 objets connectés qu'on revoit le plus souvent revenir. En lien avec la qualité de l'air, vous avez vu juste avant, qu'on peut mettre par pièce. C'est un capteur qui est assez petit. Bon, les photos sont non contractuelles. Carla m'a bien demandé de redire, mais l'idée, c'est d'avoir des capteurs qui sont quand même très discrets. Par exemple, dans chaque pièce, dans chaque classe, en l'occurrence, si on parle d'une école. On peut avoir, par exemple, le capteur au centre qui est en lien avec le confort des usagers. Un par pièce qui remonte la température, l'humidité, la luminosité, la présence. On l'a vu tout à l'heure, ça peut correspondre à pas mal de cas d'usage. La température, l'humidité sont très intéressantes et la présence aussi.
Ensuite, le sous-comptage, lui, va se situer beaucoup plus au niveau du tableau électrique et des départs. Alors, on peut à la fois avoir un compteur sur le général, donc pour remonter le général du bâtiment, mais aussi des sous-comptages spécifiques à chaque départ. Donc, si vous avez au niveau réglementaire des besoins de suivre des équipements, une pompe à chaleur qui consomme beaucoup, des VMC ou autres, vous pouvez par départ, alors là, c'est pas la photo qui est là, mais c'est des pinces ampérométriques qui vont se clipser sur des câbles. Et ces pinces-là vont mesurer l'ampérage en fait du courant qui passe dans le câble pour alimenter l'équipement en question. Et bien ça peut être mesuré de manière assez simple, non intrusive, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir en fait des câbles d'alimentation de partout. Voilà, au niveau tableau électrique, c'est assez discret aussi. Évidemment, les équipes Sogetrel sont habituées à installer tout ça. Donc voilà, tout ça pour dire que ces kits-là sont adaptés à des besoins de base. Évidemment, derrière, on est, comment dire, en fonction du besoin, on est vraiment sur de la haute couture, quoi. C'est-à-dire que un kit de démarrage, il va pas être le même pour l'école à droite que pour une crèche qui serait juste en face, quoi. Et donc, à chaque fois, le besoin doit être étudié avec nous SIDEV et avec Sogetrel, avec une visite de site pour évidemment regarder l'implantation possible de ces capteurs dans les bâtiments en question. Voilà. Le ROI, alors le retour sur investissement, c'est toujours une grande question. Comment on le calcule? Qu'est-ce qu'on attend, nous, le CIDEV? Alors, pour tout vous dire, on est sur du 5-6 ans attendu sur ces objets connectés. Comment on calcule ça? C'est qu'on se dit que ces objets connectés vont permettre, grâce à la plateforme Building Monitor, de remonter des états d'équipement ou des consommations d'un bâtiment, et donc des actions correctives vont être mises en œuvre. S'il y a des actions correctives, il y a des économies derrière à faire, et donc des économies d'énergie veulent dire des économies sur la facture. Maintenant, il faut un investissement pour ça. C'est-à-dire que ces kits-là, c'est pas le CIDEV qui les paye, c'est évidemment vous qui allez les payer, donc vous allez être propriétaire de ces équipements. Maintenant, il y a un investissement. Et donc, investissement divisé par le temps de retour sur investissement, c'est le ROI, on est sur 5-6 ans. Je vous avoue que c'est un peu au doigt mouillé à ce stade. Maintenant, on voit quand même qu'avoir une meilleure connaissance des équipements, des consommations d'un bâtiment font quand même que s'il y a les équipes derrière, évidemment, c'est la condition, les actions correctives permettent des économies. Voilà pour cette slide. Donc, ces kits-là, il faut partir vraiment en tête sur 3 objets. 3 objets connectés, c'est très simple, permettent de couvrir plus des 3/4 des cas d'usage bâtimentaires, hein. Après, il y aura d'autres objets connectés qui vont correspondre à d'autres besoins, mais grosso modo, il faut partir là-dessus. On voulait vous montrer que c'était très simple dans la compréhension, en tout cas, de comment on équipe un bâtiment. Merci, Carla. Voilà. Et là, on rentre dans l'analyse bâtimentaire du CIDEV qu'on a faite pour cette visio, pour ce webinaire. On a étudié les communes qui étaient couvertes à ce stade à 100% par le réseau LoRa départemental. Donc, on est parti déjà sur une liste très restreinte de bâtiments. Pourquoi 41 bâtiments? Parce que sur ces communes, nous, on a déjà fait un pré-filtre. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure sur quels sont les bâtiments qui peuvent être concernés par d'autres programmes, soit de la rénovation énergétique, soit une installation de GTB par le décret BAX ou autre. Eh bien, il restait 41 bâtiments. De ces 41 bâtiments-là, on a vu derrière qu'il n'y en avait que 13 à ce stade qui pouvaient être intéressants à étudier pour des objets connectés. Ça ne veut pas dire que c'est une liste exhaustive, limitante, etc. Mais sur ces communes en question, donc là par exemple, on a du Saint-Fulgent en bas, ils avaient 3 bâtiments, Mervan ont 2 bâtiments. On a derrière discuté avec eux, donc moi j'ai contacté par exemple ces communes-là pour leur dire que on a des bâtiments intéressants éventuellement pour ces cas d'usage. Et à chaque fois, je vous avoue que ça prend, c'est-à-dire que de connaître un peu mieux le fonctionnement du bâtiment, de savoir comment fonctionnent les équipements dans ces bâtiments, ça intéresse. Ça intéresse parce que les communes, et vous n'avez pas forcément toujours les finances pour faire de la grosse innovation, pour correspondre à d'autres programmes. Et ces bâtiments-là, généralement, peuvent être dans un entre-deux. On le voit, un hôtel de ville, une mairie, des salles polyvalentes, des crèches. C'est des bâtiments qui sont parfois anciens, mais parfois pas forcément, et du coup sur lesquels on peut remonter ces états de température, d'humidité, de qualité de l'air ou autre.
Voilà. Donc, ces communes sont au courant, par exemple, que ces bâtiments sont intéressants. Moi, j'ai, par exemple, pour vous dire, une rencontre la semaine prochaine à Saint-Fulgent pour ces bâtiments-là. Sur Mervan, eh bien, groupe scolaire et hôtel de ville, il pourrait y avoir quelque chose à creuser. Et derrière, donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est aussi une aide à l'investissement. On va dire un kit de base, il peut être, mais bon, ça dépend, hein, c'est au cas d'usage, mais quelques milliers d'euros en coût d'investissement. Nous, le CIDEV, on peut apporter une aide de 50% de ce coût-là, donc en hors taxe, avec un plafond de 3 000 euros. Et ça vous permet donc d'acheter ce matériel pour équiper, par exemple, des bâtiments qui seraient là concernés par ce tableau, mais pas que. Donc, si vous êtes une commune qui n'est pas sur, ou un EPCI, qui n'est pas sur ce tableau, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Peut-être que vous n'êtes pas couvert à 100% par le réseau, peut-être qu'on a analysé vos bâtiments et qu'on considère, nous, que ce n'est pas la priorité, mais peut-être qu'on se trompe aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et c'est la transition pour la slide d'après, si je me souviens bien de ma présentation. Voilà, avec une nouvelle carte des animateurs territoriaux. Donc, on appelait ça les animateurs de secteur, les AS avant, pour ceux qui étaient déjà là. Maintenant, ce sont des animateurs territoriaux. On en a 2 de plus, donc ils sont au nombre de 6. Vous voyez les contacts à droite. Donc, Guillaume Bardin, Vincent Billot, Arnaud Cheyou, Pierre Gorsic, Élodie Traîneau et Jérémy Vion. Et moi, chargé de mission pour le CIDEF sur ces questions. À gauche, la carte, elle vous représente en fait le territoire que couvrent les animateurs territoriaux. Alors, c'est en date du 12 mai, mais elle est toujours valable, hein. Et elle sera valable jusqu'à ce qu'on vous dise qu'elle change. Donc, vous inquiétez pas pour la date. Ça peut aller vite, mais là, normalement, on ose espérer que ça va se maintenir. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous avez un intérêt par rapport à des objets connectés au réseau LoRa ou même à des analyses de bâtiments, autres, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est-à-dire animateur territorial plus moi en copie ou appeler l'un des deux si vous voulez passer un appel. N'hésitez surtout pas, on est à disposition pour vous répondre à des questions. S'il y a des choses qui vous paraissent complexes, si vous voulez avoir plus de précision sur des objets connectés en spécifique ou autre, sachant que j'ai pas dit tout à l'heure la durée de vie des objets connectés, puisque du coup, on a des batteries qui sont sur les objets. On ose espérer qu'on a une dizaine d'années de retour. Je laisserai peut-être des questions derrière se poser là-dessus et je les répondre précisément, mais c'est à peu près les retours qu'on a, une dizaine d'années de vie de ces objets, s'ils sont bien calibrés, si les antennes aussi sont bien calibrées pour ça. Et donc, tout ça pour dire, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées, on vous transmettra la présentation dans la foulée. Et puis, normalement, la carte est assez claire au niveau des couleurs. Voilà. Merci Mathias, c'était très clair et en plus on a un tout petit peu d'avance pour les questions. Alors vous pouvez poser vos questions, alors n'hésitez pas à prendre la parole si c'est plus simple, vous avez accès au micro en principe, sinon vous pouvez les poser directement dans le chat. Et donc on commence, on a une question de monsieur Rabille, donc je pense qu'elle est plutôt pour toi Maxime. Quand est prévu l'accès de la donnée aux collectivités pour les compteurs d'eau? Alors, j'ai 2 infos avant de répondre à la question. La première, c'est que Vendée Numérique a commencé à envoyer des courriers pour annoncer aux collectivités pour lesquelles le réseau LoRa est complètement déployé pour leur commune. Un petit courrier donc leur indiquant que du coup leur commune est couverte, et également le T0 pour l'offre de lancement. Donc l'offre de lancement, c'est sur la partie coopération public-public que je vous expliquais tout à l'heure. Donc comme c'est le prix d'utilisation pour remonter les données, avoir accès aux applications de métier. Donc le prix d'utilisation, c'est 19,50 € et dans le cadre de l'offre de lancement, c'est moins 50%, donc c'est 9,75 € par an par objet connecté. C'est pour la petite information. Je crois que quelques collectivités déjà présentes ont déjà reçu ce courrier. Deuxièmement, pour répondre à la question du coup d'Aurélien. Point important, Vendée Numérique garantit la propriété des données des collectivités, que ce soit pour le cas d'usage bâtimentaire, mais également pour la partie des relèves des compteurs d'eau. En cela, ça veut dire que techniquement, nous, on sait intégrer les données des compteurs d'eau dans Building Monitor. Après, on attend aussi le go de Vendéo pour nous dire on est d'accord pour que vous puissiez faire apparaître ces données-là dans Building Monitor.
Aujourd'hui, Vendéo, du coup, est en train de reprendre en régie directe la partie compteur, gestion des compteurs avec les usagers. Donc, ils sont en train de définir un petit peu leur stratégie vis-à-vis de cela. Et on attend leur décision pour mettre les données. Donc aujourd'hui, j'ai pas encore de quand. Je sais que le sujet est bien identifié par Vendéo. J'espère que ça va être rapide. Par contre, je suis pas capable de vous dire si c'est 26 ou 7. Merci Maxime. Est-ce que oui, il y a d'autres questions? Alors oui. Alors, on a une question de alors je suis désolée parce que je veux pas écorcher les prénoms, j'ai pas forcément les noms, de monsieur ou madame Chevalier. Est-ce qu'il existe des usages avancés déjà explorés en Vendée, par exemple des capteurs acoustiques ou de pression sur un réseau d'eau pour détecter les fuites ou des capteurs de niveau d'eau, ultrasons je crois, pour prévenir en cas d'inondation au cas où les avaloirs bassins de rétention seraient bloqués, ce genre de capteurs? Alors là, on est peut-être sur une Je, question pour je- toi, Maxime. je te propose un duo, Johan. Ouais, ouais, ouais. Sur la partie Vendée, aujourd'hui, les cas d'usage qui sont déployés, c'est essentiellement des parkings connectés, la télérelève des compteurs d'eau et quelques cas sur la gestion bâtimentaire. Donc ça, ce sont les premiers qui sont déployés. Par contre, on a plein d'autres qui sont envisagés. Et par contre, donc pas forcément en Vendée. Par contre, je crois que sur d'autres Oui, territoires où ce G-Trail ouais, intervient, ouais, c'est déjà fait. on a effectivement déjà déployé des solutions par capteur acoustique qui permettent effectivement d'identifier une fuite ou une canalisation qui serait endommagée. Donc sur le territoire de la Vendée, à date, non, parce que la demande pour l'instant n'a pas été signalée. Par contre, on a d'autres régies, syndicats d'eau, notamment dans le 77 en Île-de-France, qui ont déployé ce genre de solution. Et si vous êtes intéressé, je peux soit vous faire parvenir une présentation de ce qui a été mis en place, soit on vient à votre rencontre et on vous présente le projet qui a été mis en place avec notre partenaire. Mais oui, oui, ça existe, c'est opérationnel, ça fonctionne et on a un retour d'expérience sur le premier qui a été déployé d'un peu plus de 4 ans, donc des solutions qui sont abouties et pleinement opérationnelles. Merci à tous les 2. On a une autre question de monsieur ou madame Piveteau. Alors je crois que du coup ce sera pour toi Maxime, c'était en réaction à la première question. Le est en bonne voie pour se mettre en place. Le sujet, Pierre, c'est pas est-ce que ça va être fait, c'est quand. Donc oui, le sujet est en bonne voie. C'est juste qu'il faut laisser le temps à Vendéo de bien définir sa feuille de route. Parfait, merci. Je cite. Eh bien écoutez, si alors, madame un commentaire: «Merci, c'est utile que les services du bâtiment aient un aperçu de l'avenir en termes de maintenance prédictive», par exemple. Et si je peux réagir par rapport à ça? Oui, C'est tu peux. c'est aussi tout l'intérêt de ces types de solutions qui sont déployées et de l'utilisation d'un réseau LoRa. C'est qu'en temps réel, au niveau de l'exploitation du réseau, on est en capacité d'identifier, une gateway, donc on n'appelle pas ça antenne, on appelle ça gateway, qui serait potentiellement, non opérationnelle ou un capteur qui ne remonterait pas la donnée. Alors c'est pas exactement du temps réel comme on pourrait l'imaginer, mais on peut effectivement être en capacité de faire de la maintenance prédictive aussi, étant donné que les capteurs sont sur pile ou batterie la plupart du temps, identifier l'état des équipements pour prévoir le remplacement si nécessaire. Pour compléter la remarque, nous, on remarque quand même pas mal sur le terrain que la première chose à faire, c'est déjà de rendre visibles les consommations et les équipements qui sont sur place. Le modèle prédictif sur de la maintenance, honnêtement, aujourd'hui, il est assez peu développé parce qu'on a déjà une grosse difficulté à déjà savoir ce qui se passe sur le terrain et à agir en correctif pour corriger ce qui existe. Prédire, par exemple, une panne d'équipement, c'est très, très, très poussé et à ce stade, en tout cas, on ne le voit pas sur le patrimoine de nos adhérents. Merci, on a un petit pouce de monsieur ou madame Chevalier. Oui, on
transmettrons la présentation aux participants du webinaire. Vous aurez un petit mail avec le lien vers le replay, pardon, et la présentation à l'issue du webinaire là, d'ici la fin de la semaine. Et bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer le webinaire. Un grand merci à tous les trois pour vos explications qui étaient quand même particulièrement claires et très intéressantes. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et vous recevrez les éléments rapidement. Merci à tous. Bonne journée. Merci à Merci. tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci.